Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue. Bienvenue dans un nouveau numéro de Parlons-en. Aujourd'hui, nous recevons deux jeunes dames qui sont dans le domaine associatif et plus précisément des représentantes de l'ONG Don de Soi Goudoumouan. Nous avons Madame Sofiani Sarotou Ibrahim, titulaire d'un master en marketing et commerce, d'un bachelor en marketing et commerce international, d'un BTS en communication des entreprises, jeune professionnelle au département paix et sécurité, à la haute autorité à la consolidation de la paix et fondatrice et présidente de l'ONG Don de Soi. Bonsoir madame. Bonsoir. Ensuite, nous avons mademoiselle Noël Dédé Sarotou, titulaire d'un diplôme d'aptitude professionnelle en marketing, d'une licence en communication. Vous êtes également artiste, poète et débutante en cinéma. Vous êtes la secrétaire chargée à la communication pour Don de Soi, l'ONG. Bonsoir à vous. Mesdames, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rappelons d'abord qu'une ONG, qu'on nomme une organisation non gouvernementale, c'est une association à but non lucratif d'intérêt public qui relève ni de l'État ni d'institutions internationales. Les principaux critères qui définissent une ONG sont le but non lucratif, l'indépendance financière, l'indépendance politique et la notion d'intérêt public. Bien que n'étant pas un gouvernement, une ONG peut intervenir dans le champ national ou international. Tout d'abord, Madame la Présidente, lorsqu'on parle d'une ONG, on parle au sens large, mais plus précisément, comment définissez-vous votre activité en tant que ONG? Bonsoir et merci aussi. Je vous remercie de nous avoir invités sur ce plateau. Merci. Afin de parler un peu de nos activités. Donc, Don de Soi est une jeune organisation non gouvernementale qui est créée par l'arrêté du ministère de l'Intérieur en août passé, et août surpassé plutôt pour moi, le 17 août précisément 2021. Et avant même d'avoir notre arrêté, nous avons eu le récépissé en novembre 2020. Et bon, on n'a pas attendu l'arrêté, on s'est mis à faire nos activités. Directement. Nous avons des objectifs, dont le principal, c'est la lutte contre la mendicité sous toutes ses formes. Nous œuvrons également dans le domaine de la santé, de l'éducation, l'hygiène et l'assainissement. Donc, en gros, c'est ça, nous sommes apolitiques, non confessionnels et à but non lucratif. Effectivement. Donc, une vraie ONG. Une vraie ONG, si je peux le dire. Qui est là pour aider, pour soutenir, pour accompagner. Pour accompagner. Effectivement. Notre objectif principal, c'est vraiment d'éradiquer à long terme la mendicité, parce que nous le constatons, c'est en train de devenir un phénomène, un fléau. C'est malheureusement pas ce que nous souhaitons pour notre pays. Ça va au-delà de nos frontières et c'est lamentable. Et nous les avons vus avec les vagues de rapatriement ces derniers temps, des mendiants nigériens qui sont à l'extérieur dans d'autres pays. C'est vraiment, ça fait un peu pitié, quoi, on va dire. Ça fait vraiment pitié et c'est pas un honneur pour nous en tant que Nigériens. Effectivement. C'est pas du tout un honneur. Et quotidiennement, quelle activité vous faites? Depuis notre création, nous avons eu à mener beaucoup d'activités, en tout cas pas mal d'activités pour une jeune organisation. Nous avons par exemple des collectes d'habits et de vivres que nous faisons, que nous redistribuons après aux nécessités. Par exemple, si vous prenez l'hiver passé, nous avons eu à collecter des pullovers que nous avons distribués à ces enfants qui sont dans la rue. Certains n'ont pas choisi d'être mendiants. Effectivement. Donc, il faut essayer de leur garantir au moins la santé. Être dans le froid, même pour quelqu'un qui a un abri, c'est pas facile. Effectivement. Au Niger, on le sait, quand il fait froid, il fait excessivement froid. Il fait chaud, il fait chaud, quand il fait froid, il fait froid. Effectivement. Imaginez un enfant qui est dans la rue, qui n'a pas où s'abriter, qui a à peine une chemise qui n'est pas déchirée. Qui mange à peine, qui s'habille à peine. On a pu collecter des pullovers qu'on les a donnés. On a fait les grands axes et on a distribué. Gratuitement, sans aucune arrière-pensée. Sans aucune arrière-pensée. Tout ce qu'on voulait, notre seule pensée, c'était de les protéger contre le froid. Effectivement. C'est une action louable en tout cas. En plus de ça, nous avons l'habitude d'organiser des séances de salubrité dans des espaces publics, notamment sanitaires, comme la toute dernière fois à l'occasion de la journée mondiale du nettoyage, nous avons eu à mener une salubrité
au niveau de la maternité Lazare. Lazare. Exactement. Okay. En dehors de ça, on a eu l'habitude de faire dans des CSI comme Yantala, Bukoti, ainsi de suite. Donc vous vous organisez avec l'administration, on s'organise avec, effectivement. On choisit un jour, on rencontre d'abord les administrateurs des établissements. On essaie de leur expliquer nos objectifs, ce qu'on veut faire. Et avec leur appui, on arrive à organiser les choses et puis à les mener à bien. Ok. Il y a aussi chaque 3 août, étant des Nigériens bien sûr, on fait des plantations d'arbres. On cible une école et on part planter des arbres. J'espère que vous faites le suivi d'entretien aussi. Bien sûr, c'est important. Il ne suffit pas de planter, il faut suivre aussi. De temps en temps, on retourne voir l'état des plantes qu'on a plantées. Et qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tous sont en train de survivre? Ou bien il y en a qui ont dépéri, je ne sais pas. Bon, quand même, on a un pourcentage de réussite qui est supérieur au pourcentage d'échec. Donc c'est vraiment... Il y a plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Voilà. De toutes les façons, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Ce qu'on souhaite, c'est que le positif prime. Voilà. Plus de positif que de négatif. Plus de positif que de négatif. C'est intéressant en tout cas. Et de votre côté, madame la chargée de la communication, comment arrivez-vous à attirer de nouveaux volontaires pour vous aider dans vos activités? Merci beaucoup pour la question. Et bon, ce que je dirais et concernant cette question, bon, ce n'est pas un recrutement comme son nom l'indique, mais nous laissons la pertinence de nos activités convaincre plutôt, autant pour moi, c'est volontaire. D'accord. Donc, à travers ce que vous faites, les gens voient eux-mêmes, ils viennent, ils ont envie d'aider, donc ils viennent d'eux-mêmes pour aider. Oui, effectivement. Donc, vous avez un chiffre à peu près, vous êtes combien dans l'organisation aujourd'hui? Actuellement, nous avons 6 membres permanents auxquels il faut ajouter aux besoins des volontaires qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de nos activités. Et donc, je profite de cette occasion pour les remercier et les encourager. Donc, n'hésitez pas, si vous avez du temps libre, si vous avez les moyens d'aider, peu importe le type de moyens, vous pouvez participer aussi. Souvent, les ONG ou les autres associations à but non lucratif ont du mal côté financement. Nous le savons, ce n'est pas un secret, financer, ce n'est pas facile, peu importe l'activité. De votre côté, comment parvenez-vous à financer vos activités? Comme vous venez de le dire, ce n'est pas chose facile. Ce qui compte le plus, c'est la motivation. Principalement, comme le définissent notre règlement, nos financements proviennent de cotisations de membres, des dons et legs, des subventions des partenaires. Okay. Mais pour notre cas, majoritairement, toutes les activités que nous menons, nous les faisons à fonds propres. Bon, de temps en temps, nous avons des accords, des structures qui nous accompagnent et nous les remercions également pour cet accompagnement, pour ces encouragements. Mais majoritairement, nous finançons nous-mêmes nos activités. D'accord, donc à travers vos cotisations. À travers nos cotisations, que ce soit mensuel, que ce soit circonstanciel. Donc s'il y a une activité ou un événement qui requiert votre participation, vous vous débrouillez pour trouver le moyen d'y participer. Effectivement. Donc là, les sources de financement doivent être encore plus développées pour que l'activité puisse grandir encore plus vite. Ça va venir. Inch'Allah. Inch'Allah. Et hormis le côté financier, quelles autres difficultés rencontrez-vous dans l'exercice de vos activités? Bon, pour les difficultés, il n'en manque pas. Donc, par exemple, parlons un peu de procédure pour avoir la reconnaissance de l'État n'a pas du tout été facile. Et donc, après ça, prenons le côté financement. Ça aussi, c'est pas facile. Donc, je dirais que notre force actuelle, c'est la motivation des membres. Bon, voilà un peu ce que je peux dire. Donc, une fois, vu que tout le monde est assez motivé, ça va, les difficultés, on arrive à faire au-delà, quoi. Oui, effectivement, souvent, ils sont convaincus de la nécessité aussi des activités donc, que nous menons. Souvent aussi, et quand on décide de faire une activité,
sais pas, on arrive toujours à exécuter. Dans tous les cas, il y a toujours une solution. On trouve toujours une solution. Je dirais que c'est la persévérance surtout. La persévérance est notre clé. Parce que tant qu'on a la motivation et qu'on persévère dans ce qu'on fait, on arrive à joindre les deux bouts. C'est ça. Et on ne lâche jamais. On ne lâche jamais. Il ne faut jamais lâcher. Donc, en tout cas, jusque-là, on n'a aucune activité qu'on a entreprise et qu'on n'a pas pu exécuter. Il suffit qu'on ait une activité dans le plan et que ce moment arrive, on l'exécute. Dans son temps, on trouvera les moyens. Vous faites un travail d'intérêt général. Vous rendez service à la communauté dans son entièreté, surtout au niveau des mendiants où il y a certaines, bon disons, la source de mendicité pour certains de ces jeunes, c'est, comment on va dire, les faux marabouts qui les utilisent, on va dire. Maintenant, quel regard les gens portent à votre niveau, ou à vos activités sur votre structure? Comment vous percevez les gens? Comment ils vous perçoivent plutôt? On est malheureusement dans une société où, quand vous décidez d'entreprendre, les gens voient ça d'un angle peu appréciable. Effectivement. Donc vous bousculez un peu les habitudes des gens. Ils ne sont pas convaincus du combat que vous voulez mener, ils essaient de vous décourager. Et on remercie quand même les gens qui sont de l'autre côté, qui sont convaincus que nous pouvons le faire, qui vous encouragent. Et qui nous encouragent. Et on profite de leur dire qu'ils ne seront pas déçus. Ce combat, on s'est engagé. Et on sait que ce n'est pas facile. Parce que parmi ces mendiants, il y en a qui le font par envie. Qui n'ont aucune envie de quitter la mendicité. Ils ont trouvé leur voie, ça les arrange comme ça. Oui, c'est un gain facile pour eux. Tu tends la main, on te donne. Les gens tu sais qu'ils ne vont pas travailler, qu'ils ne vont pas souffrir. Je vous raconte une anecdote. Oui. Une fois, j'étais en circulation. Il y a une mendiante qui est venue. Jeune. Elle a tendu la main et je lui ai dit, à ton âge, tu peux travailler au lieu de mendier. Tu ne trouves pas que ce n'est pas digne de mendier? Elle m'a regardé, elle m'a dit, si tu ne me donnes pas, tu n'as pas de conseil à me donner. Elle n'est pas prête à changer de vie. Donc vous voyez, ce genre de personnes, on ne peut pas facilement les faire quitter la mendicité. Mais on trouvera un moyen. Il faut aussi dire que la majorité de ces mendiants, c'est par obligation, par nécessité. Effectivement, nous avons des groupes qui sont venus des Tchombangu. C'était dû aux crises, au terrorisme, voilà, les crises sécuritaires qui ont commencé. Ils ont fui pour venir à Niamey. N'ayant personne, ils se retrouvent à la rue. Nous avons aussi d'autres qui sont ici à Niamey, mais malheureusement qui n'ont pas de moyens. Nous pouvons prendre par exemple le quartier de Kouarategui. Il y a une zone qu'on appelle Danouékoura. Majoritairement, ils sont aveugles. Un aveugle, il va travailler comment? Il est limité en tout cas. Il est limité, et étant aussi limité dans l'esprit, ils utilisent les enfants pour mendier, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et bon, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on essaie à faire, c'est de trouver ces jeunes-là, leur faire une insertion socio-économique pour ceux qui sont déjà adolescents, et pour les petits, d'essayer de les insérer plutôt à l'école. À l'école pour qu'ils apprennent. Voilà, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils sachent en fait que la mendicité n'est pas une issue pour eux. Voilà. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. On peut s'en sortir, on peut faire autre chose. On peut s'en sortir. Parce qu'il y a des fois où il y a des petits boulots, c'est vrai, qu'ils peuvent faire, que des gens peuvent faire, mais ça va. Comme une fois, je mendie, je trouve 500 000 francs, ça me permet de passer la journée. Donc c'est mieux que d'aller souffrir toute une journée pour avoir la même somme. La même somme, c'est ça. Donc c'est vrai, dans la mentalité aussi, les gens doivent réfléchir réellement à trouver des moyens de les attirer pour les ramener dans le droit chemin, on va dire. Parce que ça ne rend pas service et ça ne rend pas service à la société. À la société non plus. C'est d'ailleurs un danger. Parce que ces mêmes mendiants-là, excusez-moi du terme, c'est eux qui sont en train de devenir des délinquants. Parce que la finalité, à un moment, l'argent ne te suffit, les 500 000 francs ne suffiront plus. Tu te mets à
voler d'abord. Si ça ne te suffit pas, il y en a qui agressent même. Pour éviter certains fléaux, il faut les prendre dès la base. Dès la base. Effectivement. Et ces dernières années, nous assistons à la prolifération plutôt, des ONG qui n'existent que de façon fictive, qui en réalité n'ont pas réellement d'activité, ou enfin, très peu. Enfin, vous voyez les plaques des ONG, mais la porte est toujours fermée, on ne sait pas ce qu'ils font. Quel regard portez-vous sur ça? Vous qui faites une vraie activité de service public, on va dire, par rapport aux gens qui prétendent en faire aussi. À vrai dire, ça ne nous rend pas service. C'est ça, parce qu'ils captent une partie des financements qui devaient revenir. Bon, s'ils faisaient les activités, c'est un plus pour nous tous. Oui, c'est vrai. C'est pas parce que je suis une ONG, j'ai pas de financement que je ne voudrais pas que l'autre ONG ait son financement. Non, moi je parle dans le cas enfin, on ne parle pas de force, mais oui, qui n'existent pas réellement. C'est ce que je suis en train de dire en fait, c'est que nous menons des activités de façon permanente. Mais chaque fois qu'on essaie de trouver du financement, on nous dit non, les ONG maintenant, ils prennent l'argent pour juste bouffer. C'est ça. C'est dans ce sens que je dis que ça ne nous rend pas service. Malheureusement, à un certain moment, si vous avez remarqué, la création d'ONG est devenue comme une sorte de tendance. C'est ça. Bon, les gens pensent qu'on se fait l'argent facilement. Ça fait que vous allez voir dans tous les coins, tout celui qui s'élève, je vais créer une ONG. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de prolifération justement. Parce que ça a poussé réellement rapidement et en grand nombre. En grand nombre. Et je crois que c'est pour combattre ce phénomène-là que actuellement, depuis un certain temps, le gouvernement, ou je dirais le ministère de tutelle, est en train de prendre des dispositions. Il y a des règles qui sont en train d'être établies que si l'ONG ne remplit pas ça, elle sera fermée. Et je crois que ça, c'est vraiment un acte à saluer parce que ça ne sert à rien d'avoir un nombre gonflé d'ONG qui ne font pas d'activité. C'est ça. Si on n'est pas là pour vraiment travailler, autant ne pas être là. Tu n'aides pas les gens, tu bloques ceux qui veulent faire. C'est pas intéressant. Ça ne rend pas service ni à toi, ni à tes collègues, ni à la société. À personne. Enfin, peut-être toi qui gagnes ton argent, ça t'arrange, mais... Pour une fois. Parce que tu fais une fois, tu gagnes, après tu auras comment? Vu que tu n'as rien fourni. Tu n'as rien fourni, donc dès que tu cherches, on va dire non, ne donnez pas. Et ça décourage aussi certains partenaires qui veulent aider, ils se disent les ONG ne sont pas sérieuses et tout ça. C'est pour ça que nous continuons à mener notre combat. Nous n'attendons pas les financements d'autres pour faire nos activités. Nous les faisons. Ce sont nos activités qui doivent convaincre, pas forcément nous. Oui. Parce que nos activités sont, si je peux le dire, la vision ou disons la projection de nos personnes. Ok. Donc, vous faites ce que vous voulez faire, vous montrez ce que vous voulez faire. Effectivement. Une fois qu'on le fait, ceux qui veulent nous suivre, on y va ensemble. Avec nous. Et ceux qui ne veulent pas, ils nous regardent continuer. Chacun est libre de son choix. Je vois que vous menez, enfin, je vois beaucoup avec vos activités sur les réseaux sociaux, vous partagez beaucoup de photos, de vidéos et tout ça. Je pense que tout ça, ça participe à présenter aux gens vos activités et aussi à attirer certains membres. Ça fonctionne, la communication sur les réseaux sociaux et tout ça. Oui, effectivement que ça attire, ça fonctionne parce que souvent quand on fait les activités, il faut souvent partager des photos, des vidéos un peu partout pour que ça passe. Il faut être visible. Voilà. Passer dans les médias traditionnels, c'est pas toujours facile. Pas du Non, tout. ce n'est plus facile maintenant. On a une tendance où tout est devenu digital. Oui. Tout est en ligne. Il faut Surtout partager. pour notre génération. Notre génération où à 80%, si je peux le dire, on s'acquiert des informations sur le net. C'est ça. Bon, il faut faire aussi attention à ces informations aussi. À travers les partages, nous ne cherchons pas que la visibilité, mais aussi, qu'est-ce que j'allais dire,
ce n'est pas que pour faire voir ce que nous faisons seulement, mais pour motiver aussi ce qu'ils veulent faire. Plutôt ces gens-là qui ne sont pas convaincus du combat, que nous pouvons le faire et que ce n'est pas un combat à nous seuls. Nous le faisons pour le Niger, ce n'est pas nous seulement. Vous n'êtes pas obligé de venir dans notre ONG, mais faites ce que vous pouvez de votre côté. Même dans ton coin, si tu arrives à aider, c'est déjà bon. Fais-le. Surtout pour la salubrité, je pense que ça, il n'y a pas besoin pas besoin d'être une ONG. Même au niveau du quartier, on peut s'organiser une fois par semaine, 2 fois par mois, ou une fois, même si c'est une fois par mois, en tout cas, même si ne serait-ce que le quartier, balayer, tout ça, nettoyer, rendre propre. Et c'est ça l'impact positif que nous souhaitons. Parce que notre première activité de salubrité qu'on a faite, c'était au niveau du CSI Yantala. On a pris l'alentour là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était très sale. Les gens partaient là-bas pour déféquer, les déchets ménagers, tout ça là. À côté d'une CSI encore. Il y a un endroit où des bébés naissent, qui sont fragiles, ils sont en danger. C'est ça. Donc on a souhaité faire ça là-bas. Et Dieu merci, c'était très positif comme impact. Chaque fois que je passe là-bas, ça me fait, en fait, c'est une fierté pour moi parce que nous avons essayé d'impliquer les anciens du quartier. On a balayé ensemble. Et depuis lors, il n'y a plus de saleté. Je me suis dit que je ne suis pas retournée pour échanger avec ces gens, mais je me suis dit que ce sont ces anciens-là qui ont fait passer le message. Parce qu'ils se sont dit que bon, on a rendu propre, on ne va pas laisser salir encore. Donc, parce que c'était une fada, je crois que chacun a compris. Et puis, il a essayé de gérer chez lui. Donc, si chacun gère chez lui, le quartier sera propre. En tout cas. En dehors du bénévolat et de l'ONG, il y a la famille, les activités. Comment arrivez-vous à gérer plusieurs choses à la fois? Bon, effectivement, on réussit à gérer plus qu'une activité, si je peux le dire. Il faut noter simplement, il faut simplement être plutôt organisé, se donner un agenda et un manuel plutôt de travail. Et donc, je dirais aussi que c'est cela la première et la qualité d'un entrepreneur. Être calé, tel jour je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ça permet d'agencer un peu les choses. Oui, c'est ce que je voudrais dire. Personnellement, quelle activité ou quel événement vous a le plus marqué? Ou vous sentez plus fier? Oui, je me rappelle d'une activité qu'on avait eu à organiser et ça fait mois d'un an au quartier Niamey 2000 dans une orphelinat dont j'ai vraiment oublié le nom. Donc on avait organisé une journée qu'on a nommée journée récréative. Donc on a apporté des cadeaux, on a échangé, on a fait pas mal de choses avec ces enfants parce qu'il y en a souvent qui sont là, qui n'ont pas comment ça s'appelle, qui n'ont pas eu d'adoption. Oui, c'est ce que je voudrais dire, voilà. Donc on est obligé de nous accrocher un peu, d'échanger, on a fait beaucoup de choses et ça m'a vraiment fait plaisir. Ça vous a touché? Oui, effectivement, on a passé une très bonne journée avec les enfants et tout. Là. C'était intéressant. Et de votre côté? Pour moi, l'activité phare que nous avons eu à mener, c'était une conférence qu'on a organisée le 11 septembre 2021 sous la thématique « La mendicité, un fléau continu ». Cette activité avait pour objectif d'attirer l'attention de nos parents sur les dangers et les conséquences de la mendicité, d'accompagner le gouvernement dans ce combat et surtout de réduire cette mendicité à travers la sensibilisation de ces faux marabouts que vous avez dit auparavant. Parce que moi, je considère que... Non, ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas prendre des enfants pour leur apprendre le Coran et les envoyer mendier. C'est injuste. C'est ça. Donc, c'était ça les objectifs. Donc, ça a réuni 3 panélistes, dont un chercheur et 2 religieux. On a pris l'angle christianisme et l'angle islamique. Chacun a défendu son côté et au final, tout le monde sait que la mendicité n'est pas encouragée. Ça c'est clair. Ça, je pense que personne, ça va être défendu par personne. C'était l'activité qui m'a le plus marqué, m'a plus touché parce que à travers cette activité, j'ai eu d'autres
ouvertures avec d'autres ONG, parce qu'à travers ça, j'ai eu à échanger avec d'autres présidents et coordonnateurs d'ONG qui ont souhaité faire le même combat, mais qui malheureusement ont trouvé ça difficile. Parce que la motivation n'était pas nécessaire. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont déjà leur objectif. Mais chaque fois qu'on vous demande c'est quoi vos objectifs et que nous disons que c'est la lutte contre la mendicité, on nous dit que c'est impossible. Donc, ça décourage un peu. Non. Pour moi, c'est comme un défi. Et je suis prête à le relever. Ces personnes-là qui nous ont toujours accompagnés, qui ont cru en nous, qui nous accompagnent encore, ils ne seront pas déçus de nous. Nous allons essayer, même si on n'éradique pas totalement, on va considérablement réduire ce taux de mendicité-là. Inch'Allah. Inch'Allah. Que Dieu le fasse. Amen. Et comment on arrive à se dire, j'ai envie de créer une ONG et de parvenir à la créer? Parce que, bon, tout le monde a des projets, j'ai envie de faire, mais au final, ça s'arrête là. Comment on arrive au bout? J'insiste sur la motivation et la persévérance. J'insiste là-dessus parce que c'est ça qui m'a aidé personnellement et c'est ça qui nous fait vivre en tant qu'équipe. Mon équipe et moi, Dieu merci, je crois que c'est notre force, c'est notre avantage. Nous avons cette motivation. Moi personnellement, essayer de me décourager devient pour moi un défi. À chaque fois qu'on vous dit non, chaque fois qu'on me dit vous entendez un oui en grand. Il va falloir que je prouve à cette personne-là que c'est un oui. Pas avec les mots. Je n'essaie pas de convaincre avec mes mots, mais plutôt avec les activités. Les actes, on dit un acte vaut mieux que 1000 mots. Exactement. On est dans un contexte où quand tu veux faire quelque chose, tu es tout le temps mal vu. On te dit... Et je vous raconte une autre anecdote. Vous savez, j'étais maladive. Donc quand j'ai dit que je voulais créer une ONG, on m'a dit que tu ne peux pas. Tu ne peux pas gérer le stress et tout ça. Voilà. J'ai dit je pourrais. Ça n'a pas été facile du côté de la société. Ça n'a pas été aussi facile du côté du ministère parce que pour avoir l'arrêté... Administrativement parlant, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Mais comme j'avais l'envie, nous avons tous l'envie, nous avons été convaincus de ce que nous voulons faire comme combat. Nous n'avons pas lâché prise. On se retrouvait au ministère pratiquement chaque jour. Juste pour faire avancer les dossiers. Pour suivre le dossier. On ne peut pas, quand tu veux arriver au bout de ton idée, il ne faut pas lâcher prise. Il ne faut pas déposer un dossier, venir à la maison, attendre qu'on t'appelle. Tu n'auras pas ce coup de fil. Il faut mettre un petit peu de pression. Il faut aller toi-même. C'est toi qui dois aller. Ce n'est pas l'appel qui va venir. Il faut aller voir comment ça avance aujourd'hui. Non, tu reviens demain, tu reviens demain. Il faut le dire. Au moment où nous voulons créer, comme j'ai eu à le dire, c'était comme une tendance. Chaque fois, il y a des dossiers qui sont en train d'arriver. ONG, association, ONG, association. Donc, quand tu ne fais pas de tour de temps en temps, ton dossier se retrouve en bas. On oublie que tu as déposé. Okay, chaque fois, il y a un nouveau. C'est ça. Quand tu viens, on cherche pour toi et on essaie de commencer à traiter. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, nous, où nous en sommes. Ok. De votre niveau, ou bien à votre niveau, quels sont les futurs projets pour vous personnellement et au niveau de l'association? Et de mon côté, ce que moi je souhaiterais, je souhaite juste qu'on avance dans le même sens et qu'on arrive à changer les choses, que les gens là pensent que ça sera impossible. Plus d'impact. Voilà, comme elle disait, comme la présidente le disait plutôt tout à l'heure. Donc rien n'est impossible. Quand ils disent que c'est pas possible, et nous on essaie de faire à travers, et pas des paroles, mais plutôt on essaie de faire à travers nos activités et les gens le voient aussi. Okay, je pense que ça a plus d'impact une fois qu'on voit que oui, réellement elles sont là pour travailler et elles travaillent. Oui, parce que elles ne disent pas seulement on a envie de faire, elles le font quand même. Oui. Et pour vous, les futurs projets? Pour moi, les futurs projets, ou disons en général pour l'organisation, nos futurs projets sont à 3 niveaux.
d'abord à court terme, nous voulons finaliser la première promotion des jeunes filles que nous avons inscrites en centre de formation pour apprendre des métiers tels que la couture, la fabrication des savons, les perlages. Vous avez pris des filles qui étaient dans la rue? Effectivement, nous avions pris 10 filles qui étaient des mendiantes que nous avons inscrites dans un centre de formation. D'accord. Donc, actuellement, elles doivent faire leur rentrée le lundi pour la 2e année. Ok. Donc, à court terme, nous voulons finaliser je dirais, ce projet. Ensuite, actualiser notre base de données parce que nous avons eu déjà à faire une base de données sur les mendiants. Mais malheureusement, ça fait plus d'1 an. Il faut qu'on actualise ça. Vous avez des données à nous donner sur la première? Sur la première, vraiment, nous avons eu à mener notre activité de collecte de données dans 3 quartiers, dont Kouartagi, et le quartier de vers les plateaux là, et puis vers l'étage de Baguedaouda. Vers Wadata? Non, plutôt rond-point terrain musulman. Vers cette zone-là. Okay. Donc nous avons eu à recenser des centaines de jeunes mendiants, des jeunes vieux, tout âge confondu. Et nous avons essayé de savoir ce pourquoi ils sont en train de mendier. Est-ce qu'ils ont envie de quitter? Est-ce qu'ils ont envie de retourner à l'école pour les plus jeunes? Donc, ces enfants, les plus jeunes, ont envie d'aller à l'école. Et ce qui est le plus touchant, c'est que parmi eux, il y en a qui ont été envoyés par les parents. Leurs parents sont au village. Ils sont envoyés ici à Niamey pour venir mendier et envoyer l'argent. Les parents sont au courant de ce qu'ils font ou bien... C'est eux qui les ont envoyés. Précisément pour venir mendier. Pour venir mendier et envoyer. Eux, ils ont envie d'aller à l'école. Donc, on est en train de prévoir à long terme un projet que nous avons nommé PIJS, Programme d'insertion des jeunes scolaires. Essayer de recenser ces élèves-là et de les inscrire. Ceux qui ont l'âge scolarisable, c'est-à-dire à partir de 7 ans, 6 ans, 7 ans, qui sont capables d'être inscrits à partir du niveau élémentaire, on les inscrit à l'école. D'accord. Donc, et à moyen terme, nous souhaiterons avoir des antennes régionales. Oui, c'est vrai, il faut pas seulement... On est national, mais jusque-là, on n'est que à Niamey et à Maradi. Bon, on a des points focaux à Niamey et à Maradi, mais on n'a pas de siège à Maradi. Physiquement, pas encore présent. Donc, voilà. Il faut se développer un peu petit à petit dans toutes les régions. Et on espère que bientôt vous fermerez une fois qu'il n'y aura plus de mendicité. On le souhaite. Ou qu'on change d'objectif. Voilà. Parce que le but premier, il faut se dire, c'est stopper la mendicité, en tout cas la limiter fortement, et remettre ces enfants à l'école, leur apprendre un vrai métier, pour qu'ils puissent aider à retourner la société dans son ensemble. Parce que la mendicité n'est pas une fin en soi, c'est pas... Pas du tout. Au final, personne n'y gagne. Même les gens qui pensent qu'ils aident, ils ne font qu'alimenter la machine. Ils font que, malheureusement, c'est ça. Parce que donner à un mendiant qui est en bonne santé, qui a toutes ses facultés physiques et mentales, c'est l'encourager à continuer. C'est ça. Donc, vous pensez faire une bonne action, mais au final... Au final, ce n'est pas une bonne action. C'est vrai que nous sommes dans un contexte islamique où on dit qu'il faut donner et la sadakat, comme on peut le dire, mais il y a des catégories de personnes auxquelles il faut donner. C'est ça. Il ne suffit pas de donner pour donner. Il faut savoir à qui donner. Et c'est ça qui ne se fait pas ici. Il suffit que la personne te tende la main, tu lui donnes. Donc, tu l'encourages à continuer. Parce que en fin de journée, il y en a qui se retrouvent avec 20 000, 30 000. C'est vrai, j'ai aussi une anecdote. Une fois, quelqu'un cherchait la monnaie, il cherchait une monnaie, je ne sais pas, c'est 10 000.
on ne trouve pas. Et le mendiant à côté dit, ah, amen, je vais te faire la monnaie de 10 000. Ouais. Mais je me dis que si le mendiant a la monnaie de 10 000, ça veut dire qu'il a plus de 10 000. Dans ce cas-là, mais est-ce que moi-même j'ai 10 000 avec moi? Là, je me dis, des fois, même le mendiant gagne plus d'argent que certaines personnes. Vous savez qu'il y a des mendiants qui ont des maisons? Oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux les images qui passaient, mais bon, je me disais que ce n'était pas vraiment vrai. Non, il y en a qui ont des terrains, qui ont des maisons, mais ils se font quand même passer pour des pauvres. Ça c'est... On peut dire, et oui? je ne sais pas si c'était, et la semaine passée, j'ai suivi un débat sur Télé Sahel. Effectivement, ils parlaient des mendiants là. Ils disent qu'il y a souvent des gens, des mendiants plutôt, qui ont même des maisons. Tu donnes, ils tendent la main, tu leur donnes, et au final, ils partent, ils achètent des terrains, ils font des constructions, ils sont là, tu vas les prendre pour des pauvres gens. Au final, ils sont plus riches que toi. C'est toi qui les donnes au fait. Tu penses aider un peu pour qu'ils mangent aujourd'hui, tu es en train de peut-être financer son activité de l'autre côté. Tu viens de donner l'argent pour acheter le climatiseur. Parce que c'est ça, ils profitent du fait que la religion dit de donner, les gens donnent volontairement, ils donnent volontiers avec l'envie d'aider, et certains abusent. Et ça, je pense que les religieux aussi doivent prendre ces questions à bras le corps et puis essayer de combattre certaines dérives, parce que ça a vraiment dérivé jusqu'à arriver à un certain point où c'est devenu pratiquement une activité lucrative pour certains. Malheureusement. Et avez-vous des appels à passer pour les bonnes volontés, les personnes qui veulent vous aider physiquement ou qui veulent faire un don, des choses comme ça? Comme vous faites de la collecte aussi des habits, des vêtements, je pense de la nourriture également, pour les orphelinats et tout ça. Oui, on a toujours des appels à passer. Parce que comme je l'ai eu tantôt, nous finançons nos activités par nous-mêmes. Sur fonds propres. Donc sur fonds propres. Donc pour les volontaires qui voudraient nous accompagner, nous avons mis à leur disposition notre page Facebook avec toutes les informations nécessaires. Nous avons un numéro de téléphone, nous avons la situation géographique. Notre siège se trouve à Bassoura, derrière la pharmacie d'Andy. Ok. Donc notre siège, il y a le numéro, il y a la page Facebook, la page Twitter et la page Instagram. Pour tous ceux qui veulent aider, vous pouvez aller sur Facebook et chercher l'ONG Don de Soi. Voilà. Donc, et vous avez un appel à faire passer? J'ai pas grand chose à dire. C'est à peu près dans le même sens. Oui, il vient de le dire. Et bon, j'ai quelque chose à noter. Et surtout les gens là qui pensent que souvent ils nous lancent des mots. Par exemple, s'ils nous voient et faire une activité de salubrité, ils prennent mal. Ils disent que si on n'a rien à faire que ça, si on est de la mairie, voilà, etc. Non. Mais il faut qu'ils sachent que ça ne va pas nous décourager. Hein. Et bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Okay. Bon, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Et bonne journée sur les chaînes Tambara avec les programmes. Bonne journée.